Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cycle des webinaires de l'AFA en partenariat avec Adrenium et IDEAS et le RMT Champs et Territoires. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole à Christophe Naudin qui est notre animateur pour ce webinaire. Je voulais juste, pendant que vous arrivez dans la salle, vous rappeler que vous avez deux moyens d'interagir avec les intervenants et l'animateur. D'une part, le bouton discussion, hein, c'est le chat et le fil de discussion. Vous pouvez nous mettre des informations comme vous le souhaitez. Et d'autre part, le bouton Q&R pour questions et réponses. Et c'est ce bouton-là qu'on vous demande d'utiliser pour poser toutes vos questions à nos agriculteurs innovateurs et aux autres intervenants. Et donc, si vous posez votre question dans le chat, on risque de l'oublier. Donc, merci de bien poser votre question dans le Q&R. Je laisse la parole à Christophe pour introduire ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Naudin, agronome à l'ESA Campus d'Angers. Avec Marie-Hélène Geoffroy, agronome à INRAE, nous sommes heureux de vous inviter pour cette deuxième saison de webinaire dédiée aux innovations des agriculteurs. Cette saison 2, elle est orientée vers les innovations portées par des agriculteurs du Sud. Ces webinaires sont proposés par Agrinium, par l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique Champs et Territoires Ateliers et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'intégration entre culture et élevage à La Réunion, avec Muriel et Vincent d'Ambreville, agriculteurs à l'île de La Réunion, et Emma Lemerlu, agronome à INRAE, accompagné de Jean-Philippe Choisy. Notre objectif dans ces webinaires est double. Présenter une innovation réussie dans le cadre de l'agroécologie, mise en œuvre par un agriculteur satisfait. Décrypter la logique d'action de l'agriculteur, c'est-à-dire les relations entre les pratiques mises en œuvre par l'agriculteur, ses objectifs, les résultats qu'il souhaite obtenir, les observations qu'il fait pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation fonctionnelle de ces pratiques de manière à partager les savoirs agroécologiques. C'est à travers un dialogue entre Muriel et Vincent d'Ambreville et Emma Lemerlu qu'on va tenter de décrypter cette logique d'action. On espère également pouvoir formaliser cette logique dans l'outil GECO, un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique qui présente des techniques alternatives contribuant à la transition. Les webinaires de la saison 1 sont d'ailleurs en cours d'analyse et d'approfondissement par un groupe d'étudiants de dernière année du cursus ingénieur agronome ESA en majeur production végétale agroécologie. Et on espère pouvoir capitaliser tous ces savoirs de la saison 1 au sein de l'outil GECO. En termes d'organisation, on écoutera d'abord Muriel et Vincent ainsi qu'Emma pendant environ 30 minutes décrire les pratiques innovantes. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R de l'outil Zoom pour la visioconférence. Et dans la seconde demi-heure, nous prendrons vos questions et demanderons à nos intervenants d'y répondre. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne rapidement. Je laisse la parole à Muriel, Vincent et Emma. Bon webinaire à tous. Merci Christophe pour cette introduction. Alors du coup, pour nous présenter rapidement, donc moi je m'appelle Emma Lemerlu et j'ai rencontré Muriel et Vincent au cours de mon stage de fin d'études au printemps dernier. Et donc c'est eux qui vont nous présenter leur système et leurs pratiques aujourd'hui. Mais avant, je voulais vous donner quelques éléments de contexte sur la Réunion, l'agriculture sur cette île, pour que vous compreniez vraiment en quoi leur système il est innovant. Voilà. Donc, on se situe sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Et Muriel et Vincent ont une ferme dans la commune du Tevlav, donc à 800 mètres d'altitude, dans l'ouest de l'île. Et donc, on est sur des endosols, donc des sols sur roche-mer volcanique avec un horizon assez riche en matière organique. On est sur la côte ouest, donc sous le vent, par rapport à la côte est qui reçoit plus de précipitations. Mais on a quand même donc 1200 mm par an de précipitations, une température moyenne de 20 degrés, ce qui permet d'avoir des cultures à peu près toute l'année. Mais on a quand même deux saisons à La Réunion, donc une période sèche de mai à octobre, donc là on a une baisse de la pousse de l'herbe, donc ça c'est assez important en élevage, et une période humide et cyclonique de novembre à mars. Ensuite, en termes d'occupation des sols, donc là, vous voyez en rouge l'urbanisation, donc l'importance de l'urbanisation sur la côte.
On a en vert foncé sur toute la ceinture littorale la canne à sucre qui est très présente et qui occupe une grande partie des surfaces. Et ensuite, on a 2 zones d'élevage sur l'île. Donc là, au centre, entre les 2 volcans, une zone en vert clair qui s'appelle la plaine des Cafres, où c'est plutôt des surfaces dédiées à l'élevage bovin, donc lait ou naisseurs pour l'élevage bovin allaitant. Et une petite zone ici qu'on appelle les Hauts de l'Ouest, où se situent Muriel et Vincent, où on a plutôt des petites exploitations en polyculture, polyélevage. Donc voilà pour vous présenter rapidement l'agriculture et l'élevage sur l'île. Donc on a beaucoup d'exploitations qui sont orientées plutôt vers la production de canne à sucre. Donc vous voyez sur le graphique en haut à gauche. Et on a aussi quand même un certain nombre d'exploitations en polyculture, polyélevage. Et si on regarde en termes de surface, donc une grande majorité des surfaces est destinée à la culture de la canne à sucre. Et donc, on a quand même peu de surface qui reste disponible pour, par exemple, pour la polyculture, polyélevage. Et donc, pour vous donner une idée, la SAU moyenne d'une exploitation à La Réunion en 2018, c'est 6 hectares. Donc, c'est assez faible. Et ça laisse peu de surface, en fait, pour cultiver des cultures fourragères ou des céréales à destination de l'alimentation des animaux. Et donc, en fait, à La Réunion, il y a une part très importante de l'alimentation qui est importée, notamment les concentrés, donc composés de maïs et de soja, et qui sont assez utilisés en élevage pour compléter les rations. Et donc, tout ça, c'est importé souvent de métropole. Enfin, pour vous présenter un peu la structuration des filières animales, donc en fait, pour chaque type de production, on a une filière qui est très structurée autour de coopératives. Donc, par exemple, en viande bovine, lait de vache, on a la quasi-totalité de la production qui est commercialisée via les coopératives. Donc, les éleveurs sont liés à une coopérative. Mais pour les productions ovines et caprines, c'est assez particulier parce qu'en fait, donc là, dans l'encadré de droite, vous voyez qu'on a 2 types, enfin, la filière est divisée en 2. Donc, on a une centaine d'élevages qui travaillent avec la coopérative Ovicap. Et à côté de ça, on a de nombreux petits élevages, donc avec une quinzaine de moutons, 8 caprins, qui souvent, c'est des personnes qui ont un autre travail, qui ont une activité principale et l'élevage est leur activité secondaire. Et en fait, ils vont élever les animaux pour l'autoconsommation ou pour vendre les animaux en vif pour les traditions religieuses. Et donc, tout ça, c'est concernant la filière viande uniquement, donc ovine et caprine viande, parce qu'en fait, il y a uniquement 2 éleveurs, producteurs de lait de chèvre, un à la Plaine des Cafres et Muriel et Vincent de Mauville qui vous vont présenter leur exploitation maintenant. Donc voilà, Muriel, Vincent, si vous pouvez nous expliquer un peu dans quel contexte vous êtes installés, avec quel projet et à quoi ressemble votre exploitation aujourd'hui. Donc voilà, donc Vincent et Muriel. Donc moi je suis ancien technicien déjà, donc en petit ruminant dans un GDF. Et Muriel, elle travaillait dans une coopérative, donc elle était responsable administrative d'une coopérative agricole, dans un magasin. Et en fait, on a décidé depuis environ 5 ans de se lancer dans ce challenge, en fin de compte, s'installer en chèvre laitière. Donc, on avait déjà un petit troupeau d'une quinzaine, une trentaine d'animaux. On avait des ovins, des caprins, et en race boer, et puis en race pays, race locale. Donc, qu'on a décidé de se lancer là-dedans, on a essayé de constituer un petit troupeau de chèvres alpines, enfin déjà plus ou moins laitières, qui avaient comme pas mal de meilleures caractéristiques laitières que les races qu'on élevait. Donc, on avait un petit peu travaillé avec l'insémination artificielle, et là, actuellement, on essaie de travailler en croisement. Donc, on a actuellement une vingtaine de chèvres laitières, pas toutes de race alpine ni de race rhénane, donc il y a du croisé. Et puis une cinquantaine de chèvres à race à viande, en fin de compte, chèvres et brebis pour la coopérative. Donc voilà, donc on a à peu près 5 hectares en superficie, donc c'est très petit comparé à la métropole. Donc on a plusieurs ateliers, donc on a des ateliers laitiers et transformation de lait de chèvre, l'atelier viande au vin caprin,
Donc, une petite parcelle de maraîchage, un demi-hectare de maraîchage. Et bon, on essaie d'associer pas mal de cultures. Bon, on en discutera tout à l'heure. Donc, pour pouvoir récupérer les produits qui ne sont pas commercialisables pour nourrir les chèvres. Donc, on a aussi bon, un verger d'agrumes, donc pareil, 5000 m² d'agrumes, donc qu'on exploite en coopérative. Et pour l'entretien des agrumes, en fait, on a opté pour des tondeuses vivantes. Donc, on prend les brebis et on les utilise pour entretenir le verger. Donc, voilà, je dis à peu près tous. Oui, super. Et du coup, est-ce que voilà, on est à 2 sur l'exploitation, donc ça reste le travail qu'on fait. Tu vois, les ateliers restent de taille humaine en fait. Au niveau matériel, on a un micro-tracteur, enfin un tracteur de 50 chevaux qui n'a pas beaucoup de puissance, et on essaie d'adapter avec le matériel qu'on a aussi pour exploiter notre exploitation. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de faire du lait de chèvre et comment vous vous êtes formé, puisque vous êtes quasiment les seuls à faire des fromages de chèvre à La Réunion? On est deux. On a un autre producteur qui est dans l'Est, qui est semi-industriel, on va dire. Nous, on est éleveurs fermiers. Donc, le lait produit sur l'exploitation est transformé par nous-mêmes sur l'exploitation. Donc, nous, on est amateurs de fromage. On aime bien le fromage de chèvre. Donc, ayant déjà quelques animaux, et puis bon, même si on n'avait pas beaucoup de lait, on essayait de transformer un petit peu dans la cuisine. Faire du fromage pour le plaisir, pour notre propre consommation. On voulait partager notre passion avec les gens, montrer ce qu'on sait faire. Donc, voilà, donc on a commencé à en faire dans la cuisine. Et lors de mon installation, il y a 2 ans, on a décidé de se former, donc être un petit peu plus rigoureux sur de tout ce qui est transformation, hygiène. Donc, on a fait le déplacement, on est venu en métropole. Où on a suivi, on a fait pas mal de stages, donc en Nouvelle-Aquitaine, voilà, dans les Deux-Sèvres. Donc on a fait, voilà, on a adhéré à une association là-bas, les Chevriers de Nouvelle-Aquitaine, qui nous appuie quand même beaucoup. Donc voilà, on s'est formé, on s'est perfectionné, et on a quand même un petit appui via Internet, via le net, avec cette association, voilà, appui technique, et bon, tout ce qui est réglementaire aussi, pas mal. C'est ça le plus compliqué, c'est la partie réglementation pour nous, en fait. Hein. Donc, tout ce qui est traçabilité, d'accord, bien-être animal, pas de souci. Après, c'est au niveau de l'hygiène, on a des analyses à mettre en place, comment dire ça, à mettre en place des fiches d'autocontrôle, à surveiller la qualité de notre produit. Donc ça, c'est au quotidien, en fait. Hein. Donc, au quotidien, en plus des analyses demandées par les autorités, en fait. Ok. Et donc peut-être vous pouvez nous expliquer quels étaient les défis en fait au début avant de se lancer, produire du lait de chèvre par rapport à produire des chèvres en viande avec la coopérative, c'est quoi la différence? En fait, au début, la difficulté était de constituer un troupeau, parce que l'importation de chèvres laitières étant interdite. Donc du coup, comme disait tout à l'heure Vincent, on a travaillé beaucoup avec l'insémination, donc la difficulté était ça, de se faire un troupeau. Et après, autre difficulté, c'est ici, en fait, au niveau réglementation, personne ne connaît, en fait. Donc, du coup, on est parti se former en métropole pour connaître bien comment bien s'installer dans les règles et tout. Et, voilà. Après, au niveau des aides, pareil, on est quasiment pas aidé. Donc, du coup, voilà, vu que c'est de la, en fin de compte, donc on a des aides au niveau de l'Europe, des aides européennes pour l'installation, tout ce qui est élevage viande, allaitant, l'engraissement, il n'y a pas de souci. En élevage laitier, chèvre laitière, il n'y a rien. Donc il y a des petits, comment ça, on a des financements, mais bon, c'est pas très important en fin de compte par rapport au volume d'investissement que ça a demandé. Voilà, donc il y avait les fonds leaders, voilà, c'est européen, mais bon, c'est pas pris en charge comme si c'était une grosse exploitation viande en fait.
D'accord. Voilà, je suis un peu... Donc, Donc, et là, je reviens au niveau des races. Voilà, c'est compliqué en fait. Donc, ça fait environ, on va dire, 5-6 ans qu'on essaie de travailler là-dessus. Donc, on avait 6 chèvres. On a commencé avec 6 chèvres alpines, croisées alpines. Donc, on a essayé de multiplier grâce à l'insémination artificielle. Et on s'est aperçu rapidement que les chèvres, en fait, des bonnes productrices. On arrive à faire du 3-4 litres jour en leur donnant, en étant sous perfusion, si on peut dire ça comme ça. Donc, en leur donnant beaucoup de granulés, du bon fourrage autant que possible. Et ça demande beaucoup, en fait, en besoin. Donc, et elles sont fragiles par rapport aux conditions climatiques, tout ce qui est parasitisme interne. Donc, enfin, régulièrement, on a des soucis sur les races importées, en fait, et les races originales de métropole. Et donc, on a décidé de faire du croisement avec des races locales. Donc, c'est des animaux de gabarit beaucoup plus petits. On doit en avoir, voilà, on voit ces chèvres, donc avec la couleur, les robes qui sont sympas aussi, un peu mouchetées. Donc en gabarit, on est à 35-40 kilos comparé aux alpines que j'ai actuellement qui font plus 60-70 kilos. Voilà, c'est quasiment la moitié. Même si elles font un peu moins de lait, bon, c'est pas un souci. Elles consomment moins, donc automatiquement, le lait il coûte moins cher à produire sur des chèvres de petit gabarit en fait. et justement, par rapport à l'alimentation, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était votre problématique au départ et qu'est-ce que vous avez envisagé pour l'alimentation des chèvres? Donc voilà, pour améliorer la qualité du fourrage, donc on utilise essentiellement du Chloris guyana, soit en foin ou j'exploite en verre. Enfin, moi, c'est essentiellement en verre. Donc, on a d'autres plantes que j'ai laissé pousser. Donc, on a quelques plantes aromatiques. On a c'est du desmodium, donc c'est une légumineuse. On a aussi de la carotte sauvage. Donc, voilà, enfin, pas mal de plantes de ce genre-là qui sont très appétantes. Et puis, bon, ça aide un peu au niveau de la ration pour les chèvres. Donc, on a de la paille de canne, c'est-à-dire vraiment période de sécheresse, ça correspond à la période de la coupe de la canne à sucre. Donc, c'est que de l'encombrant, hein, il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas d'énergie là-dedans, donc il faut vraiment trouver autre chose, compenser. Donc, on a essayé de mettre en place du maïs, travailler avec les fans de patates douces aussi. Là, récemment, on a essayé de mettre en place une parcelle d'arachide. Donc, et puis, ce genre de culture, on essaie d'exploiter la culture sur les deux fins, donc la patate douce. Donc, les tubercules sont vendus au marché. S'ils ne sont pas vendus, s'ils ne correspondent pas, ils ne sont pas calibrés, donc les chèvres, elles auront ça. Mais les fans, les lianes, sont vraiment bien pourvus en protéines. Donc, moi, au niveau laitier, ça se voit en une semaine en nourrissant avec une proportion de fans de patates douces, on voit que la quantité de lait augmente en fait. Donc, ça nous permettrait à moyen terme de diminuer la part des concentrés. Donc, d'une part parce que c'est très cher, donc ça coûte extrêmement cher. Et d'autre part, c'est un modèle qu'on utilise ici, c'est ruminant lait. Il y a un seul provendier, il n'y a pas de concurrence. Donc, il a sa formulation et on l'utilise, qui n'est pas forcément adapté à mon élevage. Donc, pour l'instant, moi, j'ai opté pour maïs soja. Donc, je refais ma ration comme ça, à base de maïs soja et en complémenté, avec des vitamines et minéraux, bien sûr. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment tu récoltes les fans de patates douces ou les fans de cacahuètes? À quel moment du cycle de la plante tu peux récupérer les fans? Est-ce que c'est à la récolte? Est-ce que c'est avant? Voilà. Voilà, c'est à la fin, en fait, c'est en fin de cycle. Donc, l'arachide, ça prend en moyenne 3 mois. Donc, c'est au bout de 3 mois. On la plante qu'une fois l'année. Donc, on sème en ce moment, période de mois de novembre, donc qui correspond à la période des pluies. Donc, ça commence. Nous, depuis hier, ça n'arrête pas. Donc, il pleut des cordes. C'est bien, ça va pousser. Donc, ce qu'on a mis en terre va pousser. La patate douce, on peut la mettre quasiment toute l'année. Si on récupère que les fans,
Donc après la récolte, oui, ça sera aux alentours du mois de mai, juin. On peut récupérer, donc c'est début d'hiver pour nous. Le chloris aura tendance à diminuer en rendement aussi, donc ça me permet de récupérer ces fans-là. Et nous, par rapport à cette période-là, mai, juin, donc c'est début de lactation. On a de l'eau au début de lactation, à l'eau de fin de lactation, donc c'est pas mal aussi pour les chèvres. D'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions particulières pour réussir ces cultures? Par exemple, pour l'arachide, l'eau, comment tu fais pour gérer enfin, voilà, on avait parlé d'irrigation, peut-être que tu peux nous en parler un peu plus. Et si tu n'as pas accès à l'eau, est-ce que tu peux utiliser d'autres sources? Voilà. Oui, on a accès à une retenue collinaire, donc c'est le voisin qui nous a donné un accès là-dessus. Donc c'est vraiment un tout petit débit, j'ai pas énormément, voilà, il y a pas beaucoup de pression. Donc c'est comme si on arrose un jardin avec un petit tuyau d'arrosage, donc c'est pas grand-chose. On a essayé au goutte à goutte, mais vu que c'est une retenue collinaire, malgré les filtres, ça finit par se colmater et ça bouge tout en fait. Donc pour l'instant, donc on aide, soit c'est bon avec le petit tuyau ou avec un arrosoir, on y va, enfin manuellement, et jusqu'à ce que ça lève. Et puis bon, après quand il pleut, une fois que ça a commencé à pousser, c'est bon, c'est parti. Donc essayer de travailler en fonction des périodes des pluies. D'accord. Et le manioc, tu n'en as pas parlé encore? Comment vous utilisez le manioc? Non, en fait le manioc, ça se fait, bon, on l'a mis en place cette année. Le souci, le manioc, c'est les variétés que j'ai utilisées, ben, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, c'est à cycle plus ou moins long, donc c'est entre 10-15 mois. Euh, ça prend du temps, donc c'est plutôt du stock en fait. Donc, j'utiliserai l'année prochaine, ça fera un stock de. Voilà, donc je prévois de l'utiliser en cossette, donc de faire sécher. Bon, après, le souci, enfin, c'est pas un problème si on récolte pas à 10 mois, comme c'est pas pour la consommation humaine, pour les animaux, même si je déborde à 15 mois, il n'y a pas de souci. Donc, il suffit de voilà, bien nettoyer et puis le faire sécher. Donc, juste pour préciser, les cossettes, c'est bien la tubercule, en fait, la racine qui est coupée. Voilà, c'est la racine. J'exploite pas les feuilles ne sont pas exploitées. Bon, ça fera, comme j'ai dit au début, on n'est que deux, donc on fait ce qu'on peut à deux en fait. Donc ça sera lavé et puis bon, enfin, en cossette. Donc j'ai une petite machine, enfin fabriquée maison. Et ça, je ne te l'ai pas montré, mais bon, c'est pas bien compliqué à faire. Donc ça met en petites lamelles et puis on fait sécher après. D'accord. Et est-ce que ces cultures-là, qui sont donc destinées à l'alimentation animale, elles sont en rotation sur votre parcelle avec des cultures maraîchères? Oui. Oui, bah on essaie en fait de faire ça. Enfin, le manioc, non. Le manioc, j'ai mis en bordure enfin, la parcelle de maraîchage, donc pour délimiter la parcelle en elle-même. Et puis, moi, je pensais l'utiliser comme tuteur par la suite pour des haricots. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et après, oui, on essaie d'alterner. Donc, l'arachide, donc c'est légumineuse, donc ça va ramener de l'azote quand même, donc comme le haricot. Donc quand l'arachide sera fini, certainement ça va correspondre à la période de plantation de l'ail. Donc on mettra certainement une petite parcelle d'ail à la place de l'arachide. Bon là, ça ne sera pas exploité pour les chèvres. Et bon, la patate douce, ça tient quand même pas mal de temps. Ça, je pense pas qu'on fera de rotation. Donc une fois que c'est en place, et puis c'était exploité principalement les fans. Donc et puis ça m'évite de replanter tous les ans. Donc ça va rebourgeonner et ça va tenir. Ben, j'espère si ça tient 3 ans, ça sera déjà bien. D'accord. Voilà, pour donner une idée, donc en termes de biomasse, de ce que ça rend, donc un champ de patates douces à gauche et à droite, j'avais pas de photo de la Réunion, mais un champ de cacahuètes à Maurice, et on voit que quand même il y a une importante biomasse aérienne, donc ça peut être des ressources intéressantes, ouais, comme fourrage. Et Traditionnellement, enfin, pardon, on a toujours travaillé comme ça, les anciens et tout. Enfin, moi, je me suis inspiré de ça aussi, donc en se renseignant avec les gramounes d'ici, en fait.
Donc, on a toujours utilisé les fans d'arachides pour nourrir les chèvres ou les vaches. On a à Sillaos, ils utilisent les fans de lentilles, donc avec un très bon fourrage aussi. Donc, on n'est pas dans la zone de prédilection du lentille, enfin de la lentille, mais cacahuètes, ça c'est possible. D'accord. Et donc là, les chèvres, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du verger, voilà, des interactions qu'il y a entre l'élevage et le verger? Déjà, en termes de pâturage, qu'est-ce que ça apporte d'avoir les brebis dans le verger? La femme mange des fruits, qu'elle mange tous les fruits qui tombent. En fait, le verger, voilà, c'est un verger d'agrumes, donc c'est de la tangor, donc c'est une variété c'est entre la mandarine et l'orange, un peu plus parfumé que l'orange, donc on exploite essentiellement pour le jus, donc c'est commercialisé par une coopérative. Et puis bon, c'est un verger qui a une vingtaine d'années. Là sur les photos, on voit, on en a remis, enfin quelques plants. Donc du coup, nous ça nous pénalise parce que le verger était entretenu par les brebis. Donc, ça permettait ça fertilisait et puis ça mettait propre, ça tondait l'herbe. Et déjà, ça, c'était bien. Et au niveau de tout ce qui est parasites, au niveau du verger, donc, on n'est pas agriculture bio, mais on n'utilise pas de pesticides. Les fruits, en fait, au lieu d'avoir un augmentarium pour stocker les fruits piqués, éviter la propagation de la mouche des fruits, donc les brebis, elles me nettoient ça parfaitement bien. Donc, quasiment pas de traitement insecticide. Et les brebis, elles me nettoient et ça m'évite de leur amener de l'herbe le soir. Ok. Mais alors du coup, il y a des conditions quand même pour les brebis. Vous me disiez que là, vous êtes en période de renouvellement du verger, donc c'est pas possible de les mettre. Vous pouvez nous expliquer un peu Voilà, il y a une partie du verger où on peut pas. Bon, sur la photo, qui est clôturée. Voilà, cette partie, elle peut, parce qu'on n'a pas remis. C'est une autre variété d'agrumes, donc j'ai pas renouvelé ces plants-là. Donc elles peuvent pâturer. Mais bon, sur la parcelle où on a les jeunes plants, je pense qu'il faut attendre voire 3 ans, trois bonnes années pour que les plants soient assez résistants. Voilà. Ou sécuriser les plants, on y avait pensé, mais bon, on a 150 plants à peu près. Je pense que ça me coûterait assez cher de sécuriser tout ça. Donc autant attendre et puis les garder sur une autre parcelle où il n'y a pas de plan. Ok. Et après, pour l'utilisation du fumier, déjà, comment vous faites votre fumier? Comment on fait un bon fumier? Et ensuite, comment vous l'utilisez? Sur quelle culture? Et quels avantages vous y voyez? En fait, le fumier, c'est tout ce qui est pas. Enfin, on paille beaucoup. À La Réunion, en élevage caprin, les gens ils paillent peu. Enfin, d'après ce que j'ai vu, ils paillent pas beaucoup. Ils nettoient régulièrement, ils grattent le sol, mais les animaux sont pas paillés. Nous, on habite dans les hauts, il fait froid. Enfin, à notre façon, il fait froid chez nous. En hiver, on doit descendre à 10 degrés. Bon, pas moins, les chèvres, elles se plaignent pas, c'est très bien, les brebis non plus. Mais on paille quand même par rapport à l'humidité, donc pour que les animaux soient pas en contact directement avec le sol. Voilà, surtout les laitières. Les laitières, je paille quasiment tous les jours. Donc, ça consomme pas mal. Soit c'est du refus ou de la paille de canne que je récupère. Et voilà. Et on cure, on va dire, tous les 6 mois, tous les 4 à 6 mois. Et le fumier est mis à composter. Donc, une fois qu'il est bien composté, qui fermente plus, qui fume plus, en fait, là, on peut l'utiliser. Donc, on ramène soit à la parcelle de maraîchage. Donc là, pour la plantation d'agrumes, on en a utilisé pas mal aussi. Donc tous les ans, je ramène après on travaille un peu à la brouette aussi, on aurait dû les mettre en photo. Donc chaque arbre, donc là on voit, on a un petit tas, donc on les pend au pied de chaque arbre environ une à deux brouettes. Et sinon, on en, ouais, voilà,
on les pend sur les parcelles de fourrage, en fait. Donc, toujours manuellement. Donc, avec le petit camion, on y va. Et puis, avec les râteaux, on épand avant la période des pluies. Et puis, voilà, ça évite de rajouter tout ce qui est engrais chimique et tout. Donc, on n'utilise pas. En chimique, c'est que de la chaux, on peut dire ça comme ça, enfin, chaux, amendement calcique pour rehausser un peu le pH, on est sur des sols acides. Et bon, les légumineuses, en général, elles n'aiment pas trop, donc les légumes aussi. Donc, on essaie de ramener un peu de chaux. D'accord. Et vous avez suffisamment de fumier pour vos besoins en culture? Oui, au-delà, oui, je pense enfin, je dis au-delà. Le souci, c'est que l'exploitation, là, on vient de remettre en place un hectare et demi de prairie de fauche. Donc, on n'a pas pu te transmettre les photos. Donc là, on avait de la luzerne, du trèfle, du Chloris guyana et du millet. Donc, c'est un essai qu'on a vu. Donc, à cette altitude, on doit être à peu près à 800-900 mètres, légèrement au-dessus de chez nous. Donc, je pense que ça va bien pousser. Le souci, c'est que c'est très pentu et c'est assez loin de l'exploitation. Donc, je ne vais pas pouvoir ramener mon fumier sur place. Donc, à proximité, on a d'autres éleveurs, on a un élevage de poulets où on peut récupérer sa litière et les pendre par la suite. D'accord. Mais justement, en parlant de cette association, donc graminées légumineuses, c'est peu courant à La Réunion. Souvent, c'est des graminées tropicales pures dans les prairies, Chloris ou Kikuyu. Et alors, pourquoi vous avez choisi d'associer des légumineuses? D'où est venue l'idée et comment vous faites? Pour avoir un meilleur goût du fromage. En rendement, en fait, ça ramène. Non, mais après, ça change aussi le goût du fromage. Par rapport à ce qu'on utilise. Pour l'élevage des chèvres, en fait, les chèvres, elles ont accès à un parcours. On utilise des branchages. Elles ont des arbres qu'elles peuvent brouter. Donc, ici, c'est des arbres, c'est l'avocat marron. Ça s'appelle aussi, c'est le laurier d'Inde, je crois. Et ça, voilà, c'est très riche en protéines. Ça augmente quand même pas mal la production laitière. On avait ici le desmodium qui pousse spontanément, en fait, donc on n'avait pas à le semer. Après, c'est difficile à exploiter, donc mécaniquement, il faudrait les bons outils. Donc, pour l'instant, on a vu ailleurs, les gens ils utilisaient plus la luzerne. On a eu des essais de faits. Donc, on a l'association foncière pastorale de La Réunion qui avait fait quand même quelques essais. On a visité une ou deux exploitations. Ça se maintient bien. Donc, les variétés de luzerne qu'elles utilisent, en fait, on peut faucher. Apparemment, là, c'est la 3e année qu'ils ont fait ça et elles repoussent. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'en métropole, il faut la semer régulièrement, sinon, je sais pas. Donc, les variétés qu'on a pour l'instant, on peut dire c'est du multi-coupe. On peut aller jusqu'à 6, voire peut-être même 7 coupes à l'année. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une très grande surface fourragère si elle est bien exploitée pour nourrir un troupeau, juste le troupeau laitier, une trentaine de bêtes. Y a pas, on va dire avec un demi-hectare, c'est gérable. D'accord. Et le millet fourragé, où est-ce que vous avez trouvé le millet? En fait, j'avais vu dans une revue et j'ai eu les graines. En fait, on m'a offert les graines. Je dis bon, tant qu'à faire, on va le faire. Et là, j'ai vu il y a une semaine environ, j'ai vu la parcelle. C'est plus agressif au niveau des racines, plus agressif que le Chloris guyana. Et il va pas prendre le dessus parce que le millet il va tenir une ou deux fauches et voilà, on ne pourra pas le garder plus longtemps. Alors que le Chloris peut le garder peut-être une dizaine d'années. Donc, D'accord. Et donc aujourd'hui, quelles difficultés vous rencontrez encore sur votre système? Qu'est-ce que vous envisagez de faire à l'avenir? Donc, moi, les difficultés, donc c'est le foncier. On n'a pas énormément de surface, c'est très difficile de récupérer des parcelles.
Et on aurait aimé être en autosuffisance, enfin, peut-être pas sur la totalité de l'exploitation, peut-être du maïs, essayer d'en mettre en place. Donc on peut faire ouais, 3 cycles de maïs à l'année. Donc bah, c'est pas négligeable. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de réserves. L'autre difficulté, c'est ouais, essayer de mécaniser un peu plus, donc trouver les bons outils. Moi, je suis pas fan des gros engins non plus, des gros tracteurs. Donc, essayer de trouver un matériel ou faire fabriquer des petits outils qui correspondent à un tracteur de 40 chevaux, voilà, qui c'est facile, enfin, léger, facile à entretenir surtout ça. Ok. Voilà, donc, voilà, au niveau du cheptel laitier, on envisage, actuellement on a une vingtaine à la traite, on prévoit 30, pas beaucoup plus. De toute façon, si je passe au-delà de 30 chèvres laitières, j'aurai des gros soucis au niveau du fourrage, je pense. Donc, il y a 30 chèvres laitières et il ne faut pas oublier l'atelier viande où c'est prévu d'avoir 40 chèvres viande, 20 brebis allaitantes. Plus la partie engraissement, donc ça ferait une cinquantaine de chevreaux à nourrir en supplément. D'accord. Peut-être avant de finir, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous gardez ce troupeau allaitant. Quelle est leur place dans le système? Bon, en fait, moi, toujours, ça fait une vingtaine d'années que j'élève des chèvres. La race à viande, donc c'est les chèvres boers. Donc, ça fait 20 ans que je sélectionne la race boer. Donc, ça fait une sécurité pour l'exploitation parce que je peux les vendre à la coopérative. Donc, voilà, donc déjà cette sécurité. Et vu que en génétique, c'est bien placé quand même, donc j'arrive à les vendre en reproducteur. Donc, ça va dans d'autres élevages et ça améliore les autres troupeaux, tant mieux. Mais là, je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Donc, la génétique, c'est bien. Les autres, ils peuvent en profiter maintenant. On a l'assémination race boer qui est bien installée. Donc, ils se débrouillent pas mal à ce niveau. Et moi, je travaille plus en croisement maintenant. Donc, avoir des animaux, on va dire, hybrides, voilà, des chèvres pays, boer, avec un peu d'alpine dedans. Donc, toujours pour avoir des animaux un peu plus rustiques. En fait. Ok, super. Je pense qu'on a écoulé le temps. Oui. Un grand merci pour cette belle présentation très riche. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil QR ou bien dans le chat. Pour l'instant, il y a quelques questions qu'on va le relayer. Avant de les aborder, peut-être, Jean-Philippe, est-ce que vous avez un commentaire ou des éléments ou des questions à nous proposer? Des questions peut-être pas, simplement je voudrais souligner 2 points pour bien resituer par rapport à la réunion. Ça a été présenté par Emma au tout début en ce qui concerne le contexte, mais simplement un rappel, c'est que hormis l'élevage bovin naisseur dans les hauts qui est très pâturant, les autres formes d'élevage, en monogastrique ou en élevage laitier, bovin laitier, en élevage caprin ou bovin, sont quand même des systèmes qui sont très basés sur l'apport d'aliments concentrés. Et c'est quand même, d'un point de vue du travail, c'est quand même finalement beaucoup plus commode d'avoir de l'aliment qui arrive directement dans les silos qu'on distribue aux animaux. Et quand on veut faire autre chose comme l'élevage de Muriel et Vincent, c'est-à-dire rechercher plus d'autonomie, ça veut dire utiliser absolument toutes les surfaces possibles. Hein, c'est ce qui a été montré. C'est-à-dire comme à la Réunion, les exploitations sont de très petite taille pour atteindre l'autonomie et arriver à se dégager un revenu. Ça veut dire effectivement utiliser plein de ressources différentes, comme l'ont expliqué à l'instant Muriel et Vincent. Une ressource peut-être qui n'a pas été évoquée, mais c'est peut-être pas grand-chose. C'est par exemple le fait de mettre en bord de champ des cannes fourragères. Je crois que ça apparaît sur une des photos.
Et chacune de ces ressources-là, que ce soit canne fourragère ou arachide ou patate douce ou parcours, ce qui a été évoqué par Vincent, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même la somme de cette grande diversité de parcours qui arrive à permettre une certaine autonomie de l'élevage. Mais ça veut dire forcément beaucoup de travail, hein, c'est ce qui a été soulevé. Je voulais simplement souligner ça. Et l'autre chose, c'est simplement pour dire que en termes, la mouche des fruits, il y a des parasites qui ont des conséquences très très fortes, hein, sur les productions, notamment en arboriculture fruitière. Les mouches des fruits, c'est vraiment une catastrophique. Il en apparaît régulièrement. Et les animaux, à ce titre, ça peut être des auxiliaires intéressants. Donc les ovins, ça ce qu'a évoqué Vincent, mais ça peut être aussi les volailles, etc. Et donc il y a des tentatives actuelles d'essayer d'utiliser les animaux pour pouvoir essayer de jouer ce rôle de régulation au moins partiel sur ces ravageurs qui ont vraiment un impact très important sur la production des fruits et des légumes à La Réunion. Voilà, c'est juste ces éléments pour dire que le contexte il est quand même extrêmement contraint dans ce genre de milieu, quoi. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, parmi les questions, donc il y a justement une question sur le système fourrager et notamment, est-ce que toutes les parcelles sont accessibles en pâturage? Oui. À Vincent? Voilà, le verger est accessible, donc on peut pâturer le verger. Donc, les brebis, enfin, le bâtiment est à proximité, est mitoyen des D'accord. parcelles. Donc, il suffit de ouvrir les barrières et puis les animaux. OK. Et une autre question auquel vous avez en partie répondu, mais ça vaut le coup peut-être de la confirmer. Qu'est-ce qui limite la taille du troupeau? C'est la surface fourragère, principalement? C'est la disponibilité en fourrage et la surface de l'exploitation? Ou c'est Voilà, d'autres facteurs? non, bah, c'est exactement ça. Donc, c'est la surface fourragère, donc on est limité. Et après, il faut faire des ratios, enfin, calculer. Je peux racheter du foin et en ramener. Le foin ici, là, ça fait une grosse augmentation. On est à les 200 kilos. Après, faites le calcul, hein, 200 kilos, on est à 80-90 euros. C'est extrêmement cher, donc là, on peut pas se permettre. Donc exploiter ce que Jean-Philippe Choisy a dit, exploiter le moindre point de l'exploitation. Donc voilà, la canne fourragère, ça, on en a de partout. C'est vrai que j'y fais plus attention puisque c'est tout autour de l'exploitation, toutes les bordures de chemin, on en a mis et on fâche ça régulièrement. En fait. Ok, merci. Et également des questions sur la qualité du fromage. Donc, vous avez abordé tout à l'heure, hein, le lien entre la nature du fourrage et notamment la présence de légumineuses et la qualité du lait et la qualité du fromage. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ça? Du coup, voilà, les liens entre le fourrage, les types de fourrage, les types de plantes également mobilisées et qualité et quantité de lait et impact sur le fromage. Donc, les plantes qu'on utilise, donc elles sont dans la parcelle naturellement. Donc, il y avait j'avais parlé de la carotte sauvage, on a des capucines, les chèvres, elles consomment tout ça. Les fromages, bon, après, c'est pas moi qui le dis, ce sont les consommateurs, les gens qui goûtent à nos produits. Ils disent, voilà, ils ont vécu en métropole, ils goûtent. C'est pas comme chez vous en métropole, il y a un petit goût subtil. Bah, après, voilà, c'est le fait d'être, c'est pas le même terroir non plus. Donc, les chèvres, bon, c'est pas les mêmes races. Bon, après, le lait, il va changer certainement au cours de l'année en fonction de la disponibilité de telle ou telle plante. Donc, on a, bah, il y a l'épice bérose, donc ça, les gens, ils connaissent quand même pas mal. Nous, c'est les chèvres, elles adorent de cet arbre-là, donc c'est le faux poivrier régulièrement, enfin, sur le parcours. Donc, moi, j'y vais avec le sabre à canne ou à la limite la scie, et j'en abats un ou deux voilà, en période de pâture. Donc, ouais, on abatte un ou deux par semaine, et puis elle mange tout, elle mange l'écorce, les feuilles, même les petites branches. Elles adorent ça. Voilà, elles préfèrent ça à l'herbe, au chloris ou au picoulis.
Ok, et du coup, est-ce que vous observez tout au long de l'année des variations sur la qualité du lait et la qualité du fromage qui seraient liées justement à des variations de composition des fourrages apportés ou disponibles? Oui, bon, après, nous, le souci, c'est la disponibilité du fourrage. Donc, en période de sécheresse, le lait sera pas, on n'a pas les mêmes volumes aussi de lait. Donc voilà, enfin, certainement, ça, les arômes doivent être un peu plus concentrés. Bon, on n'y a pas, enfin, pas forcément pensé à ça euh, pour l'instant. Donc, on essaie de nourrir un maximum les chèvres. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on est en transformation fromagère. Donc, j'ai pas assez de recul pour vous dire d'une année à l'autre si ça change Ok. ou pas, en fait. Et les fromages, vous les vendez comment principalement? Donc, on est en vente directe. On est au village du Thévelas, donc ça fait partie de la commune des Avirons. Donc, on a mis en place récemment un petit marché forain. Donc, on arrive à écouler la totalité des fromages sur ce petit marché, en fait. Et puis, on a fait quand même beaucoup de publicité. Et voilà, donc on est les seuls producteurs fermiers de fromage de chèvre. Donc, on a quand même une clientèle qui vient des 4 coins de l'île, en fait. Donc, les gens, ils prennent rendez-vous au marché et puis ils viennent et puis voilà, ils réservent. C'est quelle part de votre revenu à peu près la commercialisation des fromages? Là, c'est pas en charge, c'est beaucoup. Oui, pour l'instant, on est à peine à la moitié de notre revenu. Voilà. Donc, on dégage pas on ne vit pas de ça, en fait. Parce que on n'arrive pas à dégager un SMIC de l'activité laitière déjà. Donc, ça fait, voilà, on n'est pas, ça fait 1 an et demi qu'on produit des fromages. Donc, avec la mise en place du troupeau, on n'est pas encore à nos objectifs de production au niveau de la taille du cheptel. Donc, je pense qu'il faut attendre encore 2 ans pour voir comment ça va produire après. Ok. Et au niveau de la gestion du travail, donc vous êtes tous les deux sur l'exploitation, uniquement tous les deux? Pour l'instant, Est-ce qu'il y a des pics de travail plus complexes à gérer que d'autres? Est-ce que du coup ça questionne votre système, les pratiques que vous mettez en place? bon, c'est très prenant. C'est des grosses journées, donc, comme la plupart des agriculteurs. Voilà, Madame est là pour gérer l'organisation. Donc, on a un planning au niveau du labo, un planning de production. On a des jours, on fait tel produit, tel produit. Donc, moi, je sais que le jeudi, c'est yaourt. Donc, le jeudi, il faut que le lait, à 7 heures, il faut que le lait soit tiré, il faut qu'il soit dans le pasteurisateur pour les yaourts. Sinon, après, nous, tout est basé sur notre fils aussi. Donc, on travaillait avant dans des bureaux, on avait des horaires pas possibles, avec du stress et tout à gérer. Et dès lors que notre fils est né, on s'est dit, voilà, on va tout faire pour voir notre enfant grandir, en fait, s'épanouir. Donc, on essaie de gérer aussi en fonction de ses activités et puis en fonction de l'école aussi. Ok. Et est-ce que vous avez des envies ou des opportunités d'augmenter alors, j'ai compris que les surfaces, c'était compliqué d'augmenter les surfaces, donc, et que du coup, la taille du cheptel, elle était directement liée à ça. Est-ce qu'il y a des perspectives soit de complément de main-d'œuvre, soit de complément d'outillage ou de mécanisation qui permettrait qui seraient dans les projets et qui permettraient de vous aider dans votre travail au quotidien? Voilà, donc ça serait sur la mécanisation, en fait. On a pu récupérer récemment une parcelle d'1 hectare où on a mis en place des fourrages à faucher. Donc, c'est dans une zone de l'île où on ne peut pas faire du foin, donc on ne pourra pas faire sécher. Donc, ça sera fauché exclusivement en verre et ramené sur l'exploitation. Donc, voilà, donc on est encore sur le choix du matériel.
Pour l'instant, moi, je travaille avec sur le mini-tracteur avec un tondeau broyeur. Où le tracteur il passe, c'est fauché, chargé. Donc, ça fait un gain de temps considérable quand même. Donc, il me faut plus de temps. Enfin, un exemple, il faut plus de temps pour rejoindre la parcelle de fauche que pour faucher en lui-même. Donc, voilà. Alors, après, ça va très vite pour nourrir les chèvres, mais il faut que ça soit bien organisé. Après, le souci, c'est s'il pleut, ce matériel-là ne fonctionne pas. On ne peut pas travailler. Là, depuis hier, il pleut. S'il pleut encore 3 jours, les parcelles ne seront plus accessibles au tracteur. Donc, il faut avoir quand même un stock de foin au prix où je l'ai dit. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez quasiment le seul producteur de fromage de chèvre de l'île, en tout cas le seul producteur fermier. Est-ce que ce que vous avez mis en place, est-ce que ça pourrait intéresser d'autres agriculteurs, des voisins? Est-ce que ce serait pour vous plutôt une chance d'avoir du coup des échanges, une dynamique agricole et technique locale, ou est-ce que ce serait très compliqué parce que trop concurrentiel? Non, c'est pas un problème de concurrence. Moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a de la place. Le marché est ouvert. Il y a pas, oui, avec 20 chèvres, on écoule tous nos produits sur un marché pour l'instant. Donc, il y a de quoi faire encore. Pour l'instant, on a eu beaucoup, ça a été très médiatisé. On est passé à la télé locale plusieurs fois. Les gens ils commencent à nous connaître. On a pas mal de demandes de stage. Pour l'instant, moi, ce que j'explique aux gens, c'est que l'exploitation est trop jeune pour prendre un stagiaire. Un jeune qui est en découverte d'exploitation peut-être, mais si quelqu'un il veut travailler, apprendre le métier, moi, je le conseille d'aller se former, comme nous en métropole ou ailleurs, et de revenir, et on échange par la suite, parce qu'il y a tout n'est pas bon à prendre ailleurs. Il y a des spécificités locales, on a les températures et tout. Ici, ça monte très vite. L'hygrométrie, pareil, récemment, on avait pas mal de soucis en fromagerie à cause de ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est trop sec dans la fromagerie. Donc, voilà, on était embêtés. Mais bon, ça va. Je te dis tout à l'heure, on a un appui technique quand même de l'association des chevriers de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a été, voilà, ça a été, les mesures correctives ont été mises en place et ça va beaucoup mieux. Pardon. Ok, merci. Et il nous reste une question sur, même deux d'ailleurs. Une question sur la gestion des plantes indésirables ou des adventices. Est-ce que vous avez dans votre système de culture des soucis à ce niveau-là? Sur la partie maraîchage, c'est pas très grand, c'est fait manuellement. Donc voilà, quand on met en place voilà, donc sur de la patate douce, donc on travaille la patate douce est sur but, le manioc aussi pareil. Ça a été fait, au départ, la parcelle a été labourée avec un tracteur, donc là on a fait un prestataire. Et vu que j'ai morcelé en petites parcelles par la suite pour chaque production, donc ça me permet d'avoir des surfaces d'environ 200 mètres carrés, 200-300 mètres carrés. Donc là, manuellement, on a un petit motoculteur qui nous aide aussi pour la réalisation des planches de culture. Bon, voilà, c'est pas très grand. Donc, Emma, elle est venue sur l'exploitation. Les herbicides, moi j'ai repris. Mon père a racheté cette ancienne exploitation, mais il n'a pas exploité. Donc moi j'ai essayé de lancer ça. Mais depuis qu'on a pris, il y a une trentaine d'années, ces parcelles, on n'a jamais mis d'herbicide dessus. Donc c'est pas moi qui vais commencer à utiliser ces produits-là. Ok. Et si en synthèse, on voulait du coup énumérer les principales innovations agroécologiques que vous avez mises en place, alors lesquelles on retiendrait? Ouais, les copâturages, ça c'est très bien, je pense. Donc le fait d'avoir les brebis sous le verger,
ça limite quand même beaucoup d'intrants sur une petite exploitation comme la nôtre. Donc, pas d'engrais, pas de produits phytosanitaires, donc c'est pas négligeable. Et puis voilà, au niveau du maraîchage, donc on essaie de faire l'association de culture aussi. Donc bon, là on se prend une claque actuellement parce qu'on a fait de la citrouille, citrouille, courge, butternut. On n'arrive pas à s'en sortir, hein, c'est parasité avec la mouche des fruits. Là du coup on va désherber, donc j'ai un filet électrique. Donc, on va clôturer la parcelle et mettre les brebis pendant 3 ou 4 jours pour qu'elles nettoient la parcelle. Donc, voilà, donc c'est l'utilisation de, on va dire, l'atelier élevage et la partie végétale, en fait. Oui, j'ai peut-être aussi retenu le côté utilisation des fans, en fait, des cultures destinées à la vente, et puis peut-être aussi tout le travail sur l'hybridation des races pour les adapter à votre terroir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et peut-être pour terminer là-dessus, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les mélanges d'espèces que vous pratiquez dans votre exploitation? Alors là, vous citiez le maraîchage, mais également en fourrage, si on se donne 2-3 minutes là-dessus, parce qu'on arrive pas loin du terme de ce beau webinaire. Ça va très vite. En fourrage, donc, on a essayé de… Voilà, la plupart des gens ils plantent du Chloris guyana. Il y avait le kikiriou qui était pas mal utilisé parce que c'était adapté plus ou moins. Donc, c'est des plantes originaires d'Afrique, donc des plateaux africains. Donc, moi, je suis en zone de moyenne altitude, donc ça pousse très bien. Mais on a aussi des plantes locales qui poussent. Donc, sur d'autres exploitations, c'est des plantes adventices. On a la carotte sauvage. Les chèvres elles consomment très bien et peut-être que ça rapporte peut-être une petite subtilité au fromage derrière par rapport à l'arôme. Bon, en valeur nutritive, je ne vais pas me leurrer, ça ne va pas rapporter grand-chose, peut-être de la fibre, c'est tout. On a quoi? On a du plantain, on a pas mal d'arbres. Vu que j'utilise pas d'herbicides sélectifs non plus, donc il y a de tout dans ma parcelle. Donc si je vois les plantes toxiques, on en a quelques-unes. Donc si je vois qu'il y en a, ça je les arrache de suite. Si après on a certaines plantes qui deviennent un peu trop envahissantes, donc là pareil, je les tonds. On fauche aussi avec la débroussailleuse, hein, donc je coupe à ras et puis soit je ressème du chloris dessus, quelque chose qui va on va dire reprendre le dessus en fait. Ok, ben écoutez, un grand merci, hein, on arrive au terme de ce webinaire. Alors, peut-être 2 messages. Premièrement, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de l'AFA en adhérant et en contribuant à ces actions, hein, et en les soutenant. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, même heure, entre 13h et 14h. Et là, la semaine prochaine, on ira en Guadeloupe pour s'intéresser à la valorisation de la biodiversité locale pour réduire l'utilisation d'intrants. À nouveau, un grand merci, Vincent, Muriel. C'est vraiment très, très riche et très intéressant. Un grand merci à Emma pour la préparation très, très précise de ce webinaire. Et merci à Jean-Philippe et à toute l'équipe, Philippe, Marie-Hélène et Jérôme. Excellente journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà.